Bonjour Catherine. Bonjour Catherine Cornibert est avec nous, mais Philippe de Normandie est en visio. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue. Alors, prendre soin de ceux qui soignent, alors c'est drôle a priori, mais c'est pas une question qu'on se pose. Des soignants qui vont bien, ça semble une évidence. Et pourtant, vous êtes venu nous dire que le sujet mérite largement d'être mis sur la table. Les soignants vont très mal et ne se soignent pas. Oui, absolument. Enfin, on est toujours très surpris. Effectivement, on peut imaginer que dans un domaine qui est le domaine du care, on soigne des patients, mais en même temps, on pourrait considérer qu'on se donne beaucoup de mal pour être sûr que les professionnels soient en bonne santé. Et en fait, ce qui est très intéressant, mais en même temps très inquiétant, c'est qu'on a une littérature abondante qui montre que il y a un impact très direct sur la qualité des soins en fonction de la santé des professionnels de santé. Quand on va bien, quand on est un soignant qui va bien, on soigne bien, et le patient le sait. Et puis, mais malheureusement, et on a fait une revue des revues de la littérature de façon importante, revue de la littérature internationale avec la fondation NES-AMNH, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Eh bien, que finalement, il y avait une littérature qui était peu abondante sur le sujet, avec des trous absolument considérables et extrêmement inquiétants, parce que globalement, ce qui ressort de cette littérature, c'est que beaucoup de professionnels de santé ont un retentissement important de l'organisation en général, on y reviendra, ou de la violence de notre secteur sur leur santé mentale, qu'on a un vrai problème en ce qui concerne également la santé physique, qu'on a des gens complètement oubliés de toutes les études qui sont les invisibles de notre secteur. Or, ce sont ceux qui sont les plus près des patients. C'est les aides-soignantes, les auxiliaires quand vous regardez de domicile, ils sont absents de toutes les études. Et puis, alors qu'on est un secteur qui est un secteur où il y a beaucoup de professionnels qui sont des femmes, on a un vrai sujet autour également de la maternité et de la grossesse, avec une littérature qui dit très clairement qu'il y a un risque beaucoup plus important, avec des grossesses à risque, avec des accouchements prématurés, sans parler des femmes qui retardent leur grossesse pour les problèmes d'organisation, etc. Donc on est très frappé de voir une littérature qui est peu abondante, un peu plus à l'étranger qu'en France, et que cette littérature, elle commence à évoquer en plus les causes, mais de façon relativement discrète pour le moment. Et donc, c'est vrai qu'on a envie de crier au secours, quoi. Il faut qu'à un moment donné, on se réveille tous collectivement. Enfin, moi, le premier, je suis chirurgien, je me dis, il faudrait que je me réveille également pour ma santé, mais la santé également des collègues. Et puis, un point qui m'a extrêmement marqué, c'est qu'on a deux sujets majeurs sur lesquels il faut qu'on casse nos tabous. Il faut que, premièrement, on accepte de se dire que dans une équipe, on est capable, quand on a un collègue qui va pas bien, de pouvoir le prendre par la main et de l'accompagner. Or, au jour d'aujourd'hui, si on fait ça, c'est considéré comme quelqu'un qui dénonce. On n'est pas dans la bienveillance. On n'est pas là dans la bienveillance entre nous, avec des tensions énormes au sein des équipes. Et puis le deuxième sujet, ce que ce soit dans le public, dans le privé, j'ai posé des dizaines et des dizaines de fois la question. Est-ce que vous avez vu récemment votre médecine du travail? Est-ce que vous qui avez eu un Covid long, est-ce que vous avez été contacté par votre médecine du travail pour votre accompagnement? On a vraiment, il faut qu'on fasse la révolution. Il faut qu'on se repose collectivement des questions de fond. Et c'est sûrement une des raisons du manque des problèmes d'attractivité. Mais prendre soin de nos soignants, c'est un sujet majeur. Et peut-être un dernier point, parce que il y a cause et conséquence. On se dit, il faut soigner les maux, on y reviendra. Mais en même temps, il faut qu'on s'intéresse à se dire quelles sont les causes les plus importantes. Et franchement, moi, je suis très surpris de voir qu'il y a un mot qui revient partout et qui finalement, plus j'en parle autour de moi, là, je suis à Poitiers au bloc, je vous assure, c'est immédiatement, j'ai posé la question avant de vous avoir, tout le monde répond oui. On a un sujet, c'est qu'on est devenu, notre secteur, je l'évoquais tout à l'heure, est devenu extrêmement violent. On est un secteur violent de 3 niveaux. On a une violence forte des patients, des familles, des aidants. On l'a tous vécu, encore plus dans la crise actuelle. On a une vraie violence entre intra-équipe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des internes, parler des infirmières ou réciproquement? Ou est-ce que vous avez l'étude absolument passionnante avec l'équipe de recherche avec laquelle on travaille, qui a fait une étude sur la nuit, sur les stigmatisations des équipes de nuit par rapport aux équipes de jour? Le jour, considérant que la nuit, on picole, on dort et on se drogue. Enfin, des mots extrêmement violents. Et puis ensuite, on a notre problème de notre violence, qui est une violence organisationnelle, globale, managériale. Donc, on est un secteur, vraiment, j'insiste, parce qu'ils doivent tous nous interroger, qu'on soit dans le public, dans le privé.
vraiment, je pense qu'on a un vrai sujet à se questionner. Comment on redonne cette bienveillance et cette notion du care, pas que pour nos patients, mais d'abord et avant tout pour les professionnels, car à ce moment-là, ils vont bien soigner. C'est un cri du cœur, j'entends. Je voudrais juste poser une question à l'ensemble de la salle. Est-ce que vous êtes allé voir la médecine du travail récemment ou qui va voir son médecin? Il n'y a pas foule, hein. Alors vous vous soignez comment dans le milieu de la santé? Vous vous soignez pas? C'est ce que vous disiez. Il y a deux mots qui reviennent dans la liste. La littérature montre qu'on est dans l'automédication, on bricole, on fait ça entre deux portes. On ne respecte pas, on passe notre temps à dire aux patients, vous devriez faire tel type d'examen. Et on ne les fait pas. Et cette automédication, elle produit, parce qu'on a fait une autre étude de recherche avec la Fondation, on a fait des études bibliographiques, c'est que souvent l'automédication, en particulier autour de la douleur, c'est la porte d'entrée à l'addiction. Et reconnaissons-le, on a un vrai sujet d'addiction dans notre secteur, en particulier autour des psychotropes, en particulier parce que on est dans l'automédication et on se démerde tout seul. Ouais. Docteur de Normandie, je vous remercie beaucoup. Avant de vous perdre, parce que j'ai l'impression que le lien est très très mauvais, on commence à vous entendre un tout petit peu. En tout cas, on entend bien ce cri d'alarme que vous faites. Je vais donner la parole donc à Catherine Cornibert. Vous êtes directrice générale de l'association de soins aux professionnels de la santé. Au vu de ce qu'on vient d'entendre, je me dis, mais il était temps qu'il y ait un lieu de soins pour les médecins, les soignants. Oui, on va revenir sur le lieu de soins qui est la maison des soignants qu'on a créée il y a pile un an à Paris. Je vais rebondir sur quelques chiffres peut-être de Philippe de Normandie et puis aussi donner les deux missions de l'association. Le constat, c'était en 2015 déjà, c'était 50% des professionnels de la santé qui étaient confrontés au burn-out, 50% ne savaient pas à qui s'adresser et 50% pensaient que en fait, ça avait un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Donc un soignant qui ne va pas bien, c'est un patient qui est mal soigné, donc ça a un impact profond sur la qualité du soin. 2015, et là, il ne fallait pas parler de la santé des soignants en 2015. Donc l'association est née en 2015 avec depuis une dizaine d'enquêtes et d'études, même s'il y a peu de choses en littérature, on a quand même des chiffres assez impressionnants. Notamment au niveau du suicide, on y reviendra dans quelques minutes. 25% des professionnels de la santé ont déjà eu des idées suicidaires. Il y a un impact sur le sommeil, 45 minutes de moins par nuit chez le soignant sur le sommeil. Il y a un impact évidemment aussi sur l'activité physique, l'alimentation, l'addiction, sur leur état de santé en général. Et puis voilà, c'est des enquêtes où il y a eu 2000, 4000 retours, donc c'est pas anodin. Donc par rapport à ça, l'association a mis en place deux actions. Accompagner tous les professionnels de la santé en souffrance, et quand je parle de tous les professionnels de la santé, c'est 3,5 millions de personnes en France, c'est toutes celles qui ont un lien avec le parcours de soins du patient. Mais je vais peut-être poser une question bête, mais vous n'avez pas de médecin traitant ? En fait, ils ne vont pas aller voir les médecins traitants. Voilà, un soignant et un médecin notamment ne va pas voir son médecin traitant, ou peu. C'est surtout par manque de temps ou par pudeur, parce qu'ils se connaissent entre eux. En fait, c'est un sujet tabou. En fait, c'est un sujet tabou. Sa santé à soi, on prend soin des autres, mais on s'oublie soi-même. Ouais. Donc voilà, c'est le premier sujet. Donc l'accompagnement des soignants en souffrance, c'est un vrai enjeu de santé publique dont il faut aider, il ne faut pas rester seul. Donc il y a un certain nombre de lignes d'écoute, de dispositifs d'accompagnement psychologique que l'association notamment a mis en place. Au-delà de l'écoute, c'est les consultations physiques, mais aussi des hospitalisations. Pour mémoire, on a reçu quand même 19 000 appels depuis 5 ans, donc 14 000 appels depuis les 2 dernières années, avec beaucoup de gens en idées suicidaires, 10 à 15%, et puis aussi beaucoup de personnes qui sont qu'il faut hospitaliser en urgence. Donc c'est pas rare, c'est en ce moment il se passe des choses, on est en gestion de crise nous tous les jours dans ce cadre-là. Mais je voudrais rajouter quand même qu'on est dans la prévention. Et on a un ministre de la Santé et de la Prévention et que l'association a mis depuis maintenant 3 ans des actions de prévention pour ne pas en arriver là, pour agir sur la gestion du stress, sur l'alimentation, sur l'activité physique. Et c'est des ateliers en visioconférence que l'on met en place, qu'on essaie en fait de proposer à tous les professionnels de la santé dans ce cadre-là pour méditer, pour respirer,
Voilà, tout ce qui est intervention non médicamenteuse dans ce cadre-là. Alors vous faites de la prévention et puis aussi vous faites de la sensibilisation et visiblement il y en a besoin. Philippe de Normandie disait qu'il y avait la violence du milieu de la santé, alors peut-être due à l'épuisement, aux nombreuses contraintes administratives que vous pouvez avoir aux patients. Il faut reconnaître qu'on n'est pas facile non plus. En termes de sensibilisation, eh bien, vous avez décidé de frapper fort avec une vidéo qu'on peut voir sur le site de votre association. Juste avant de passer la vidéo qui, pour les âmes sensibles, est une vidéo qui est assez choc, qui dure 1 minute. Voilà, pourquoi on a fait cette vidéo, c'est que la prévention du suicide en France a été réactivée par une instruction ministérielle du 6 juillet 2022, avec encore beaucoup de choses à faire. 9000 suicides en France, il y en a un toutes les heures. Ça veut dire que depuis ce matin, il y en a eu 5 ou 6, pas que chez les soignants, mais dans la population générale. Et que c'est un sujet dont il faut oser en parler. Il y a 6 ans, on n'en parlait pas. On ne parlait pas de la santé des soignants. L'association ose parler du sujet, mais surtout apporter une solution avec une ligne avec 100% de décroché, ça c'est important. Donc la solution est importante derrière. Et voilà, ces 3 professionnels de la santé qui se suicident tous les 2 jours. Donc c'est pas 1,5, c'est entre 1 et 2. Et là, on est sous-évalué puisqu'on considère qu'entre les médecins et les vétérinaires, il y a 2 à 4 fois plus de suicides que dans la population générale. Donc c'est un chiffre encore qui est minimisé. Donc ne plombant pas l'ambiance, c'est un film on va oser montrer ce film. Voilà. Un peu choc. Allons-y, c'est parti. Ah, docteur. Madame Verdier, alors, comment ça va aujourd'hui? Bien, fort bien. Grâce à vous. Tant mieux. Parce que nous, ça va pas. Du tout. Trois professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours. Avant d'en arriver là, des solutions existent. Plus de 100 psychologues sont disponibles pour vous accompagner. Vous connaissez un proche ou vous êtes vous-même concerné? Appelez le numéro vert SPS au 0805 23 23 36 ou téléchargez l'application ASSO SPS. Un film choc, en effet, mais peut-être nécessaire pour que vous ayez tous conscience d'aller plus mal que vous l'imaginez, peut-être. Alors j'ai des réactions. Il faut signaler que souvent, dans le privé en particulier, un psychologue clinicien est là pour recueillir les souffrances des soignants, mais peut-être vaut-il mieux structurer cela? Oui, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui existent et heureusement, on sera plus fort collectivement et l'association se place au milieu d'une aide collective. On n'y arrivera pas évidemment tout seul. Il faut des psychologues, il faut des lignes d'écoute, il faut des solutions, il faut de la prévention. Bref, il faut agir globalement sur la santé des soignants parce que qui nous soignera quand ils ne seront plus là? Et puis il faut agir d'autant plus globalement, on manque de médecins, donc c'est le serpent qui se mord la queue. 60% des médecins libéraux franciliens ne prennent pas de pause déjeuner. Pour information sur l'application à l'heure actuelle que je vous encourage tous à télécharger, elle est gratuite sur votre smartphone. Actuellement, j'ai 3, 6, 7 personnes qui sont en consultation sur la ligne d'écoute. Donc voilà, c'est du temps réel et on a entre 15 et 20 appels par jour. Est-ce que Philippe de Normandie, vous êtes toujours avec nous ou pas? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je voulais vous poser la question des étudiants en médecine. Comment vont-ils, eux? Mal. Vous avez vu les dernières études, et c'est impressionnant. Il y en a plus de 60% qui sont en situation de burn-out. Donc on a un vrai sujet, à la fois des étudiants en médecine, les étudiants infirmiers. Et regardez quand même 30 à 40% des jeunes qui rentrent dans les formations, par exemple infirmières, ne vont pas au bout. Donc on a un sujet de fond qui est un sujet majeur. Et donc il faut absolument, là encore, avoir cet accompagnement. Et encore, dans les études, il ressort cet élément clé, c'est que beaucoup de jeunes font ce métier parce qu'ils veulent du sens, ils veulent du care, ils veulent donner aux autres. Ils rentrent dans un secteur qui est un secteur dur, violent. Et donc, il y a un moment donné où on est en déconnexion complète. Et donc, ils arrêtent, ils abandonnent. Je voudrais également juste rajouter, parce qu'on a évoqué très rapidement, mais par exemple, on parlait de la nutrition. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans beaucoup d'endroits, il n'y a aucune attention
qui est donné à la nutrition des soignants. Et je discutais avec un certain nombre de ces entreprises qui répondent aux appels d'offres et te disent dans tous les pays européens, il y a des articles spécifiques concernant la nutrition des professionnels de santé, puisqu'on sait qu'on a des rythmes différents, etc. Alors qu'en France, en général, c'est mélangé dans l'ensemble, c'est mélangé avec les patients. Donc on a vraiment des sujets de fond. Et je voudrais également juste dire un dernier mot, si jamais certains d'entre vous sont intéressés par les résultats des études comme ça multicentriques de littérature, vous pouvez tout trouver sur le site de la Fondation NES, vous tapez Fondation NES et vous trouverez les documents. Merci beaucoup Philippe de Normandie. En tout cas, j'entends que si les soignants mangent mal parce qu'ils mangent la même chose que les patients, ça veut dire que les patients mangent mal. Non, mais c'est souvent... Oui, j'ai fait un raccourci rapide, mais on ne prend pas compte des spécificités. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai quelques remarques aussi pour information. Le groupe Ramsay gère une clinique de santé mentale qui ne prend en charge que des professionnels de santé dans l'Ain. Tout à fait. En fait, on a initié 12 unités qui sont référencées par l'association SPS. Certaines sont aussi référencées par les ARS pour accompagner les soignants en souffrance. Et je rappelle que quand on vient se faire soigner dans votre association, dans la maison de santé, c'est gratuit. Voilà, en fait, c'est la dernière initiative, la maison en fait des soignants à Paris. Et bientôt, parce que quand même, on est à Montpellier, il y aura... Voilà, après un appel aux dons, une maison des soignants à Montpellier. Voilà, la maison Sport Santé Mouven à Montpellier. Tout est prêt pour nous accueillir et pour accueillir tous les soignants de Montpellier et des environs. Donc, c'était aussi un signe que je voulais dire en conclusion sur voilà, bénéfice. En tout cas, merci à Lamine, merci à la FHP de nous avoir donné l'occasion de parler de la santé des soignants, qui est encore un sujet tabou, et de du suicide chez les professionnels de la santé. Lamine, est-ce que vous voulez merci Catherine pour tes mots. On est partenaires depuis le début ? Oui, et grâce à la FHP, depuis 2015, quand Éric Henry, président de l'association, a fait appel à Lamine sur effectivement la santé des soignants, tu as répondu tout de suite ton soutien et voilà, on est encore là aujourd'hui, après 6 ans, et encore avec des sujets aussi graves après une crise sanitaire. Ça me permet également de saluer Éric Henry, qui est un bon copain. Un petit mot sur la réflexion de Philippe de Normandie que je partage sur les 30% d'arrêt d'études infirmières, c'est Parcoursup. Et je pense qu'un jour, on devra rendre des comptes à tous ces jeunes qui sont sacrifiés. Tous ces jeunes. Et il faut vraiment sortir de ce Parcoursup, il faut le supprimer. C'est impossible. En tant que mère d'un jeune bachelier, je peux vous dire que Parcoursup, c'est un enfer et ça ne répond pas du tout à leurs attentes non plus. Merci beaucoup Catherine Cornibert, merci beaucoup Philippe de Normandie.